Palais de justice d'Avignon. Ange Andréotti est aujourd'hui dans le box des accusés pour le meurtre de sa compagne Bernadette Rousseau. La mère de la victime est venue au procès. C'était notre rayon de soleil. Tous les jours, elle était à la maison. Le 23 novembre 2006, Ange Andréotti exécute Bernadette de 2 balles dans la tête avec cette arme, un pistolet calibre 6,35. Il avait tissé une toile dans laquelle ma sœur est tombée rapidement. Et on sait, toute la famille s'est en fait piéger. Dans le box également, Andrés Martinez, l'ami d'Andréotti. C'est lui qui a fourni l'arme du crime. Il ignorait que ce dernier s'en servirait pour exécuter Bernadette. Eh oui, j'en veux. Eh oui. Ne serait-ce que de m'avoir menti, quoi. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais moi, je vais me promener ce qu'il a fait toute ma vie aussi. Pourquoi Andréotti a-t-il commis un tel geste après 3 années de vie commune avec Bernadette? Pourquoi Andrés Martinez a-t-il prêté l'arme du crime? La famille de la victime veut des réponses. Les accusés vont devoir s'expliquer devant la cour d'assises. Nous sommes à Avignon, plus précisément sur l'île Piau, en bordure du Rhône, face au Palais des Papes. C'est là que vit Bernadette Rousseau et ses 2 enfants, Laurie, 15 ans, et son frère Thomas, 9 ans. Bernadette ne s'est jamais vraiment remise de la séparation avec son mari. Elle a voulu garder la maison pour élever ses enfants, mais elle assume seule le crédit et les fins de mois sont difficiles. À 39 ans, pour joindre les 2 bouts, elle accepte un emploi de serveuse dans un bar tenu par son neveu sur la commune du Pontet. Au bar, tout le monde la connaît et l'apprécie. Femme formidable, très gentille, attentionnée dans son travail, attentionnée de la clientèle du bar, de tout le monde. Elle ne faisait pas de distinction ni entre les uns ni les autres. C'était quelqu'un, et on sentait qu'elle voulait travailler, elle travaillait surtout pour élever ses 2 enfants. C'est au bar que Bernadette croise pour la première fois Ange Andréotti. Employé dans une entreprise de graines, il vient souvent prendre un verre le soir avec des collègues après sa journée de travail. En 2003, Bernadette et Ange commencent leur histoire d'amour. Au bout de quelques semaines, elle propose à son amant d'emménager avec elle et ses enfants dans sa maison. Ma sœur, elle avait une détresse affective considérable. Le départ de son mari, ça a été quelque chose d'énorme. Elle en a pleuré des années. Et donc la rencontre avec Andréotti, pour elle, c'était ça a été peut-être une lueur, mais qui va durer peu de temps. Au bout d'1 an de vie commune, les relations du couple se dégradent. La cause du conflit, l'alcool. Andréotti boit beaucoup et fait la fête avec ses copains. Entre elle et lui, les disputes sont nombreuses. Pendant la première année, il nous semblait que le couple allait à peu près. Andréotti faisait venir des amis faire la fête, notamment sur cette place ici, là, où il y avait régulièrement des petites soirées. Ma sœur était de plus en plus dérangée par ça. Et petit à petit, en effet, elle ne se sentait plus chez elle. Elle est devenue petit à petit l'intruse dans sa propre maison. À la maison, l'ambiance devient lourde. Ange Andréotti rentre souvent ivre ou disparaît pendant plusieurs jours sans donner de nouvelles. Bernadette n'en peut plus. En juillet 2006, elle lui demande de se trouver un appartement. Après une énième dispute, Ange se montre violent. Bernadette a beau faire semblant, au bar, personne n'est dupe. Bonjour, avant de partir en vacances, en plein mois d'août, un foulard autour du cou, et j'ai vu qu'elle avait des traces vraiment bleues, comme des hématomes. Et elle disait, oh, j'ai eu une angine et tout. Alors moi qui travaille à l'hôpital quand même, j'essaie de reconnaître si c'est une angine ou des coups ou des hématomes. Tout bascule le 23 novembre 2006. À 10 h du matin, Ange Andréotti tire une première balle dans la tête de Bernadette. Quelques minutes plus tard, en voyant que son ex-compagne vit toujours, il tire une 2e balle en pleine tempe. C'était le fait de la perdre, je veux dire, de me retrouver, disons, sans elle. Sans elle, je veux dire, ma vie n'avait plus de sens. Et ça, j'arrivais pas à le concevoir. Palais de justice d'Avignon. Dans quelques minutes, le procès va s'ouvrir devant la cour d'assises du Vaucluse. Le frère et la sœur de Bernadette attendent ce moment depuis 3 ans. Pourquoi il a tué?
Parce qu'elle avait le cœur sur la main, elle faisait tout pour lui. Elle adorait ses enfants, elle l'adorait, elle l'aimait, elle était toujours en train d'en parler. Je ne comprends pas pourquoi il l'a tué et je veux que la justice soit faite. Laurie, la fille de Bernadette, est l'une des premières à venir à l'audience. Elle n'avait que 15 ans quand sa mère a été tuée. Elle rejoint ses grands-parents paternels avec qui elle vit. Son père, l'ex-mari de Bernadette, est là lui aussi. À 82 ans, Élise Rousseau, la mère de Bernadette, ne se remet pas de la disparition de sa fille. Ce matin, c'est toute la famille qui fait bloc autour d'elle. C'était notre rayon de soleil. Tous les jours, elle était à la maison. Le début de l'audience approche. L'avocat des victimes, ainsi que les avocats de la défense, rejoignent leur siège. Marc, le frère de Bernadette, est inquiet. Il craint que les jurés ne croient au crime passionnel et soient cléments envers Andréotti. Et encore une fois, c'est pas un crime passionnel, l'autre il est au courant. Voilà. Oui, mais nous avons déjà... C'est les deux fondamentaux. Voilà. Oui, tout à fait. On a déjà prévu un certain nombre d'éléments à développer. Mais les débats vont éclaircir un peu les choses. D'accord. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. La cour commence par examiner les faits. Que s'est-il réellement passé le matin du 23 novembre 2006 ? Ange Andréotti fait son entrée dans le box des accusés. Du côté de la famille Rousseau, les visages se figent. Laurie, la fille de la victime, se retrouve pour la première fois face à l'assassin de sa mère. Elle éclate en sanglots. Puis la présidente demande à Ange Andréotti de s'expliquer sur les circonstances du drame. Le matin du 23 novembre, il quitte son travail sous un faux prétexte. Il prend sa voiture et vient chez Bernadette. Elle lui a demandé de quitter la maison, mais depuis des semaines, il repousse l'échéance, espérant la faire changer d'avis. Vers 10 h, il arrive chez Bernadette. Il monte au premier étage et s'installe sur le canapé. Auparavant, il a pris soin de glisser sous sa veste le calibre 6,35 que lui a fourni son ami Andrés Martinez. Bernadette rentre à la maison après avoir conduit les enfants à l'école. À la demande d'Ange Andréotti, elle s'installe sur le canapé. Mais le dialogue ne passe pas. Je vais essayer de réussir à parler correctement, de trouver les bons mots pour la récupérer. Mais j'ai pas trouvé les mots adéquats. J'avais déjà préparé une lettre. Et puis bon, ça y est, il n'y a rien qui a marché. Dans cette lettre, Andréotti lui explique qu'il ne veut pas de la séparation. Il répète qu'il va faire des efforts. Mais lassé par des mois de conflit, Bernadette ne veut plus rien entendre. La dernière semaine, bon, j'ai vu qu'elle avait énormément changé. Elle était tout à fait différente envers moi. Et c'est là que j'ai dit, il faudrait qu'on en discute. Puis après, elle m'a dit, j'ai trouvé quelqu'un. Elle m'a dit, je veux que tu t'en ailles, j'ai quelqu'un d'autre. Et là, c'était tout le monde qui s'écroulait. C'est à cet instant précis que tout bascule. Andréotti saisit l'arme et lui tire une balle dans la tête. Bernadette bascule en arrière sur le canapé. Andréotti se dirige vers la cuisine. Il se sert plusieurs verres d'alcool. Soudain, il entend des gémissements dans le salon. La balle a perforé le crâne de Bernadette, mais elle est toujours en vie. Andréotti s'approche et il tire une deuxième balle dans la tempe. À l'évocation de son geste, Andréotti est visiblement ému. Du côté des victimes, cette matinée d'audience a été éprouvante. Tout le monde a entendu le calvaire enduré par Bernadette avant de mourir. Lors de la suspension de séance, alors que le frère et la sœur de Bernadette patientent dans la salle des pas perdus, une autre épreuve les attend.
Andrés Martínez, l'homme qui a fourni l'arme et qui fut un temps l'amant de Bernadette, passe à quelques mètres d'eux. Les regards se croisent, l'ambiance est tendue. On ne veut pas lui montrer notre faiblesse, je veux dire, on veut que justice soit faite et donc nous, on n'est pas dans le box des accusés. Donc il est important que le regard, que nous ne baissons pas le nôtre surtout. Si Andrés Martínez comparaît libre, c'est qu'il n'est pas mis en cause en tant que complice du meurtre. Même s'il est blâmable au plan moral, on aurait pu peut-être, après tout, pourquoi pas, s'abstenir de le renvoyer dans un décorum de cour d'assises avec simplement un passage devant le tribunal correctionnel. Mais Andrés Martínez est bien assis dans le box des accusés, même s'il est simplement jugé pour détention d'armes illégales. Lorsqu'il prête le pistolet à son ami Andreotti, il ne possède pas de port d'armes. Je suis trop bon, trop con, puis voilà. Bon, lui, à force d'insister, je lui ai donné l'arme, mais bon. C'est vrai que maintenant, je regrette, mais bon, ce qui est fait est fait. Il faut assumer et il faut vivre avec ça tous les jours aussi. La famille Rousseau a du mal à accepter que Martínez ne soit jugé que pour une simple infraction. L'arme qu'il a achetée, c'est un 6,35, c'est une arme pour tirer à bout portant. C'est pas pour tirer sur des cibles. À 10 mètres, on ne peut plus tirer. Donc c'est une arme qui est faite pour tirer à bout portant. Et qu'est-ce qu'on tue à bout portant? C'est pas des oiseaux non plus, hein. Ça ne peut être que des personnes. Donc au moment où il a acheté cette arme au Carme comme il le prétend, il se doutait bien qu'un jour, ce à quoi ça pourrait servir. Après la suspension de séance, c'est au tour de Martínez de fournir des explications. Pourquoi a-t-il accepté de prêter son arme à Andreotti? Soi-disant, il se faisait agresser en sortant du travail. Avec les horaires qu'il avait, il se faisait agresser en sortant du travail. Donc, à force de venir me voir, j'ai cédé, quoi. Et je lui ai donné l'arme. Devant les jurés, Martínez avoue que c'est le 15 novembre, 8 jours avant la mort de Bernadette, qu'il donne son pistolet à Andreotti. Mais il fait plus. Ce jour-là, il se rend chez Bernadette et dans le jardin de la victime, il montre à son ami comment se servir du 6,35. C'était dans le jardin, il y avait un sac de plâtre, donc j'ai tiré dans un sac de plâtre. Je lui ai montré comment se servir, donc j'ai mis une balle dans le chargeur, puis j'ai tiré. Puis après, j'ai effacé mes empreintes, voilà. Voilà, puis après, je lui ai donné l'arme et je lui ai dit, voilà, maintenant, tu te démerdes, c'est ton problème, c'est plus le mien, quoi. Mais pourquoi Martínez efface-t-il ses empreintes s'il est convaincu que son ami ne va pas se servir de l'arme? C'est la question que lui pose l'avocat des parents de Bernadette. J'ai effacé les empreintes, comme on voit à la télévision. On le voit tous les jours, on efface les empreintes pour qu'il n'y ait pas des empreintes. Vu que, moi, comme je l'ai dit, je ne pensais pas que l'arme allait servir. Mais bon, dans le doute, s'abstenir. Voilà, c'est comme ça, quoi. Martínez maintient donc sa version, celle du copain à qui l'on a menti et qui ignore qu'un drame se prépare. Des explications insuffisantes pour les avocats de la famille de Bernadette. Quand il vient de dire trop bon, trop con, c'est une expression que l'on voit, mais est-ce que ça a été vraiment la réalité? Parce qu'on le décrit aussi comme quelqu'un qui n'est pas influençable. Or, quelqu'un qui n'est pas influençable, à la limite, bon, il se laisse avoir par un ami pour lui réparer un chauffe-eau, mais il ne va pas lui donner une arme de 4e catégorie dont il se doute qu'elle va peut-être servir à commettre un crime. Devant les jurés, Andrés Martínez affirme que ce jour-là, avec Andreotti, ils ont nettoyé le jardin et ramassé les douilles. Mais l'une d'entre elles leur a échappé. Une fois ces tirs terminés, ils ont ramassé les douilles. Seulement, ils en ont oublié une. Ils en ont oublié une que l'enfant de ma sœur, le petit Thomas de 9 ans, va trouver et va prendre ça pour un trophée et va aller la mettre dans sa chambre. D'ailleurs, il la montrera à sa mère qui n'en fera pas de cas essentiel. Donc, et elle ne sait pas que c'est les mêmes douilles qui vont la tuer 3 jours après. Marc Rousseau est convaincu que si sa sœur s'était davantage confiée sur ses déboires conjugaux, le drame aurait pu être évité. Si on avait au moins su qu'une arme était rentrée dans la maison, il était évident que ma sœur était une cible. C'était, je pense, le seul moment où on aurait pu éviter ce drame. Pourtant, un autre événement
aurait pu attirer leur attention. 5 jours après avoir prêté l'arme à Andreotti, Martinez, passablement éméché, s'en vante lors d'un dîner avec une serveuse du bar. « N'as-tu pas peur qu'il s'en serve contre Bernadette ?» s'inquiète la serveuse. « Bien sûr que non », répond Martinez. Mais la serveuse sème quand même le doute dans son esprit. C'est une personne qu'on écoutait. On l'écoutait, cette bonne femme. Elle est assez diplomate, elle est assez, comment dire, psychologue, voilà. C'est vrai qu'elle m'a fait réfléchir. Du coup, Martinez prétend avoir appelé Andreotti pour qu'il lui rende l'arme le 23 novembre au soir. C'est ce jour-là, à 10 h du matin, que Bernadette est assassinée. La première journée d'audience s'achève. Pour toute la famille de Bernadette, les débats ont fait ressurgir le drame vécu il y a 3 ans. Palais de justice d'Avignon, dernier jour d'audience. Ce soir, les jurés vont rendre leur verdict. Mais d'abord, ils vont découvrir la personnalité d'Andreotti. Depuis le début du procès, chaque matin, une femme discrète s'installe près du box des accusés. Cette femme, c'est la tante d'Andreotti. Pour moi, c'est un coup de folie. Pour moi, c'est un coup de folie parce qu'il aimait cette dame. Moi, il aimait cette dame. Appelée à la barre, elle raconte l'enfance chaotique de l'accusé. Une mère dépressive et un père alcoolique et violent qui le frappe. Les rares moments heureux de la vie d'Andreotti, c'est avec sa tante qu'il les passe. Comme il venait souvent à la maison, c'est vrai que ce petit, je l'ai aimé comme mon frère, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de différence. Et il était adorable comme tout. Ma tante, c'était pour moi un peu comme ma mère, disons. Elle m'a mené promener en mobilette, elle m'a mené à l'école. On faisait les 400 coups sur la mobilette. Et bon, c'était pour qu'on ait mangé des glaces le soir. Elle venait me chercher chez ma grand-mère. On allait au glacier avec la mobilette. Et c'était, on va dire, quasiment les meilleurs moments de ma vie. Il a été séparé de ses sœurs dès la naissance. Il a été séparé de sa maman après. Bon, sa maman s'est suicidée, c'est lui qui a été reconnaître le corps à la morgue. Un gamin de 20 ans. C'est pas évident. C'est pas évident, je vous le cache pas. Face aux jurés, les experts parlent aussi d'un repli affectif. Ils décrivent un homme renfermé qui intériorise ses émotions. Je crois plus simplement qu'on ne lui a pas appris à aimer. Voilà. Ange Andreotti ne s'est pas aimé parce qu'il n'a pas été aimé. Une enfance difficile, une psychologie tourmentée, sont-elles autant de circonstances atténuantes? Que vont penser les jurés? À la suspension de séance, le frère de Bernadette ne cache pas son inquiétude. T'inquiète pas, je vais remettre la vérité. J'y vais pour ça, hein. Je vais remettre la vérité. Il peut dire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut. Maintenant, le fait d'avoir une enfance difficile, si ça autorise le fait de pouvoir un jour tuer quelqu'un, nous, ça ne l'excuse pas. Si tous les enfants qui ont eu des problèmes dans leur vie obtenaient par ce fait le droit de tuer, je crois que la Terre serait en ébullition. Hein. Selon la psychologue, Andreotti aurait la maturité affective d'un enfant de 12 ans. Ce qui explique que pendant le procès, ses avocats doivent parfois le bousculer pour qu'il s'exprime. Non, je voulais vous dire, quand on vous pose des questions, si vous n'avez pas quoi répondre, si vous êtes embarrassé, si vous ne savez pas, n'insistez pas, répondez pas, dites je ne sais pas. D'accord, des fois on vous pose un peu de questions, on a l'impression que vous essayez de chercher des explications sur des points de détail sur lesquels vous ne vous rappelez pas. Vous dites je ne me rappelle pas, puis quoi. D'accord. Mais si Andreotti a du mal avec la parole, en revanche, il aime les mots. Depuis toujours, il rédige des lettres à ceux qui l'entourent. Pour dialoguer, j'ai toujours tendance à mélanger mes mots. Mes phrases sont incohérentes. Je n'arrive pas à exprimer, je vais dire ce que je ressens. En étant avec une feuille blanche et un stylo à la main, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Le 23 novembre 2006, quand les pompiers arrivent au domicile de Bernadette, ils trouvent un premier mot collé sur la porte. Andreotti s'adresse à sa sœur. « J'ai tué Bernadette et moi.
Attends-toi à un choc avant de rentrer. Plus loin, sur une table, un mot d'excuse, cette fois pour les enfants de sa compagne. Mais c'est en arrivant dans le salon où gît le corps de Bernadette que les pompiers trouvent la dernière lettre, écrite par son assassin. « Je ne supporte plus d'être trompé. Comme tu m'as dit pardonne-moi, je te dis de même. Un ange qui t'aime, avec ses qualités et ses défauts. » Andréotti a-t-il eu un coup de folie? Ou s'agit-il d'un crime passionnel? C'est ce que ses avocats vont plaider. Il perd Bernadette, il perd le nid, il perd la protection qu'elle représente. Et puis il perd aussi, je pense, sa dernière chance de construction, sa dernière chance de stabilité. Pour la sœur de Bernadette, il ne s'agit pas d'un crime passionnel. Ça me fait très mal parce qu'il ne l'a jamais aimée. Pour moi, il a vu ma sœur, il a vu le bar, la maison. Il a vu que ma sœur était trop bonne. Elle rendait service à tout le monde. Il s'en est servi comme d'une bonne. Jamais j'ai vu qu'il aimait ma sœur. Parce que quand on aime, on ne fait pas ça. On ne tue pas comme ça. Et on n'essaye pas de l'étrangler, de la maltraiter. Non, pour moi, il ne l'a jamais aimée, ma sœur. Pour se faire une idée de la violence du crime, la cour montre au juré des photos de Bernadette gisant au sol. Malheureusement, certaines parviennent jusqu'à Élise, la mère de la victime. Bouleversée, elle quitte la salle. Seules les paroles apaisantes de son avocat réussissent à la calmer. Mais aujourd'hui, c'était le plus terrible. Ben oui, aujourd'hui, c'est très très dur, bien sûr. Et l'arme qui l'a tué. Bien sûr, bien sûr. Je comprends que voir votre fille allongée, c'est pas quelque chose d'agréable. Et c'est quelque chose même de très dur dans les conditions actuelles. Mais je crois aussi qu'il faut savoir que c'est le procès d'Ange Andréotti. Donc à partir de ce moment-là, il faut comprendre que la justice doit avoir une certaine sérénité. Et il faut surtout essayer d'éviter d'avoir des réactions, comment dirais-je, des réactions spontanées, mais parfois un peu dérangeantes par rapport à l'audience, parce que ça peut nous desservir. C'est dur à supporter pendant des heures, quoi. C'est-à-dire que ça fait déjà 1 jour et demi. Ça fait déjà 1 jour et demi, effectivement, qu'on entend leurs paroles, que vous avez le sentiment d'entendre un certain nombre de mensonges, et que, bien évidemment, c'est très dur à vivre. Mais en même temps, bon, nous sommes là pour assurer votre défense, et bien évidemment, lorsque nous prendrons la parole, nous reprendrons tous ces éléments point par point, et ce qui a été mensonger, nous le soulignerons. Il est 19h30. L'avocat général requiert 20 ans de prison contre Ange Andréotti pour l'assassinat de Bernadette Rousseau. Il demande aussi 1 an de prison ferme contre Andrés Martínez pour détention d'armes illégales. Avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, la parole est une dernière fois accordée aux accusés. Andréotti et Martínez présentent des excuses. Je me suis aperçu que j'ai fait quand même plus de mal que ce que je pouvais l'imaginer autour de moi. Et là, bon, ça fait très mal en soi, ça. Bon, c'est vrai que d'un côté, ça m'a ouvert les yeux aussi. Et de l'autre côté, après tout le reste, c'est que des regrets, des regrets, des regrets. Il fallait que ça sorte quelque part, quoi. C'est en public et devant tous les concernés. Il fallait que ça sorte. Oui, des excuses, mais ce n'est même pas excusable. À mon avis, c'est même pas excusable. Pour la famille de Bernadette, les excuses ne changent rien. Nous présenter des excuses n'a aucun intérêt, si ce n'est que de vouloir amadouer, je suppose, les jurés. Voilà. C'est de bonne guerre de leur avocat. Mais la partie civile, nous, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes du tout, quoi. Après 3 heures de délibération, la cour entre pour la dernière fois dans la salle d'audience. Le verdict tombe. Ange Andréotti est condamné à 14 ans de prison. Andrés Martínez à 9 mois avec sursis. Du côté des victimes, la déception est immense. Je rappelle qu'il était quand même accusé d'assassinat avec préméditation sur une mère de famille qui avait 2 enfants en bas âge. Et on ne lui trouve aucune circonstance atténuante, on n'en parle pas pendant le procès. Et on lui met 14 plutôt que 20, avec les réductions de peine. Avec peu de chance, il peut sortir dans 4-5 ans. Compte tenu de son passé, je vois mal comment il ne recommencera pas. C'est-à-dire qu'il se retrouvera une autre proie. La société en prend la responsabilité. Avant de rejoindre sa cellule, Andréotti embrasse une dernière fois sa tante.
Allez, on y va. Je t'aime très fort. Vous aussi. T'inquiète pas. Merci pour votre soutien. Tous les jours que je me lève, je me dis ce cauchemar va s'arrêter. Et non, je veux dire, la réalité, elle est bien là. Je veux dire, parce que Bernadette, elle est morte. Et ça, j'ai du mal à m'y faire. L'avocat général, qui avait demandé au nom de la société une peine de 20 ans de réclusion, a trouvé le verdict trop clément. Il a décidé de faire appel. Un autre procès aura donc lieu dans 1 an. Une nouvelle épreuve pour la famille Rousseau. Bacon, un village tranquille en plein cœur du Loiret. Un village qui est le théâtre d'un incroyable fait divers. Nathalie Lesourd a 40 ans. Elle dirige avec son mari un élevage de poulets. Une vie sans histoire, jusqu'au 20 janvier dernier, quand Nathalie est blessée par 2 tirs de chevrotine. Tout commence par l'alarme du poulailler qui se déclenche. L'alarme m'a bipé sur mon portable et je suis venue. Je me suis arrêtée au panneau là-bas et j'ai commencé à enlever la chaîne. J'ai pris un coup d'électricité et puis je me suis retrouvée par terre. Et là, je me suis aperçue que j'avais mon bras de cassé, donc je me suis traînée à ma voiture. J'ai remonté dans ma voiture et j'ai conduit avec toute ma partie droite jusque chez le maire. En fait, Nathalie n'a pas pris un coup d'électricité, mais un coup de fusil. Elle va bientôt le découvrir. Sur le moment, elle arrive tant bien que mal à conduire sa voiture pendant 3 km jusqu'au village. Elle s'arrête devant la maison du maire. J'étais avec mon épouse à la maison, je me souviens, c'était le soir de l'investiture du président Obama. Il se plaignait d'avoir mal au dos, mal au bras et à la jambe. J'ai appelé les secours, j'ai appelé le SAMU. Le médecin du SAMU me dit « mais Madame Lesourd n'a pas été électrocutée, elle a simplement pris un coup de fusil ». Dans la foulée, j'ai appelé la gendarmerie qui a déclenché son enquête le soir même. Emmenée d'urgence à l'hôpital d'Orléans, Nathalie est entre la vie et la mort. Elle subit une intervention chirurgicale pendant 7 heures. Les médecins retirent de son corps 14 plombs de chevrotine. Placée en coma artificiel pendant 4 jours, elle s'en sort par miracle. J'ai eu à l'intérieur, j'avais l'aorte, la veine cave de toucher, le foie, un rein, l'estomac. Mais bon, si je m'en suis sortie, c'est grâce à mon mari. Mon combat, c'était juste vivre pour lui, pour son amour et rester avec lui. Nathalie rentre à la maison et continue sa vie avec son mari et leurs 4 enfants. Mais le mystère demeure. Qui lui a tiré 2 coups de fusil de chasse? Qui peut la détester au point de vouloir la tuer? Pendant 9 mois, l'enquête piétine. Mais début octobre, un incroyable coup de théâtre se produit. Les gendarmes d'Orléans frappent à sa porte pour interpeller son mari et le placer en garde à vue. Un matin, ils sont arrivés, un matin du 5 octobre, ça je m'en rappellerai toujours. Et mon mari est rentré, il m'a dit ils me mettent en garde à vue. Et ils ne me l'ont jamais ramené. Et je crois que ça a été pire que mon accident. On lui reproche quoi alors à votre mari? Apparemment, on lui reprocherait de m'avoir tiré dessus, mais ça c'est n'importe quoi. C'est un homme qui ferait jamais de mal à personne, il est doux, il est... Plus tendre que lui, il n'y a pas, c'est du n'importe quoi, n'importe quoi. Nathalie n'arrive pas à croire que son mari ait pu commettre un tel acte après plus de 20 ans de vie commune. Une vie heureuse et sans histoire. L'hiver au ski, l'été au soleil. Les 2 époux font tout en commun l'éducation des enfants et l'exploitation du poulailler industriel. Aujourd'hui, Jean-Pierre n'a plus le droit d'approcher son épouse. Une interdiction de se voir, une interdiction de se parler, Et là, ça fait 1 mois que ça dure et pour moi, c'est une éternité. Entendu par un juge d'instruction, Jean-Pierre Lesourd avoue avoir tiré sur sa femme. Placé en détention, 2 jours plus tard, à la surprise générale, il est libéré. Sans lui, l'exploitation serait en péril. Il continue d'y travailler, mais il ne peut plus vivre chez lui. Le petit de 8 ans, il n'arrive pas à dormir, il fait des cauchemars toutes les nuits et il me réclame son papa tous les soirs.
Maman, il y a Noël qui arrive, papa sera avec nous. Ça, j'en suis incapable d'y dire, quoi. Et me dire de passer Noël sans mon mari, non. Non, ça c'est pas possible. S'il est incarcéré, il ne le supportera pas et moi non plus. Impossible pour Nathalie d'accepter l'idée que son mari ait pu lui tirer dessus. Pourtant, plusieurs éléments laissent à penser que c'est bien Jean-Pierre le tireur. Olivier Rigaud est journaliste à La République du Centre. Il a suivi l'enquête des gendarmes. Il y a eu des analyses qui ont été faites sur l'arme qu'il a utilisée. Il y a eu des éléments, je pense, dans son planning qui amènent les autorités effectivement à estimer qu'il est tout à fait impliqué dans cette histoire-là. Maintenant, peut-être a-t-il des circonstances atténuantes, que sais-je, ça, seul le procès pourra vraiment le dire. L'avocat de Jean-Pierre Lesourd, maître Ladislas Wedrichowski, va défendre pour la première fois de sa carrière un accusé soutenu par sa victime. Cette situation tout à fait particulière, nous allons avoir, a priori, une partie civile et une défense qui vont faire front commun contre une accusation. Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve rarement dans les dossiers, d'avoir partie civile et défense main dans la main pour dire à l'accusation « mais quelque part, laissez-nous tranquilles ». Selon l'avocat de Jean-Pierre, toute cette histoire serait en fait une tentative de suicide qui aurait mal tourné. Sa position est de dire mais on veut me reprocher absolument une tentative d'assassinat, c'est-à-dire d'avoir préparé le meurtre de mon épouse, alors même que ce soir-là, si j'ai préparé quelque chose, Monsieur Lesourd, il a préparé quelque chose, c'est son départ de la vie. Il voulait se suicider, il place ce fusil sous son menton, et au moment où il veut retirer cette arme sous son menton parce qu'il se rend compte qu'il n'est plus tout seul pour pouvoir effectuer ce geste, eh bien, va se retrouver avec son épouse qui va être face à lui, et en retirant cette arme de dessous son menton, il va y avoir ce geste maladroit qui va faire qu'il va tirer en direction de son épouse. Mais le soir du drame, on tire à 2 reprises sur Nathalie. Et sur place, personne ne lui porte assistance. Ce soir-là, il n'a pas porté assistance à son épouse qui avait reçu ces coups de fusil. Mais je vous dis, il était enfermé dans une bulle ce soir-là. Et les experts psychologiques et psychiatriques pourront nous l'expliquer. Enfermé dans cette bulle, il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait autour de lui. Pendant 9 mois, Jean-Pierre Lesourd garde le secret et vit tranquillement aux côtés de son épouse, sans jamais avouer qu'il est l'auteur des coups de feu. S'il ne dit rien, c'est que, enfermé dans son mensonge, il ne sait plus comment s'en sortir et il n'a pas le courage. Il a peut-être manqué de courage. Monsieur Lesourd a certainement, il est le premier à le reconnaître, manqué de beaucoup de courage. Pourquoi Jean-Pierre Lesourd aurait-il voulu tuer sa femme? Pour l'heure, aucun mobile n'est établi. Nathalie, elle, est convaincue que son mari est innocent. Vous pensez que c'est qui vous a tiré dessus? Je sais pas. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Mais pas mon mari, ça c'est sûr, ça, non. Aujourd'hui, pour Nathalie, qui vit seule avec ses 4 enfants, la vie est difficile. Elle regrette le temps où son mari vivait à ses côtés. Vous êtes mariée à quel âge? À 19 ans. On a 4 enfants. Et là, vous vous retrouvez seule, en fait? Avec mes enfants, oui. Le petit qui réclame son papa tous les soirs, qui me demande quand est-ce qu'il rentre. Je ne peux pas lui donner de réponse. Kevin a 19 ans. Il est le fils aîné de Nathalie et de Jean-Pierre. Aujourd'hui, il travaille sur l'exploitation de ses parents et essaye d'aider sa mère à traverser cette période difficile. Elle en a marre, elle est à bout de force. Moi, je suis à bout de force aussi de mon côté, mais je le montre pas pour que ça regarde le moral assez haut. Déchiré entre ses 2 parents, Kevin essaye de comprendre ce qui s'est réellement passé. J'ai encore du mal à y croire. Quoi qu'il ait fait, en tout cas, c'est sûr, c'est mon père et voilà quoi. Ça changera pas. Malgré les aveux, malgré les éléments à charge, Nathalie veut retrouver son mari. Son vœu le plus cher est qu'il revienne à la maison. Je
survie parce qu'ils m'ont pris l'être le plus cher à moi, à mon cœur. Donc sans mon mari, je suis rien. Donc je vis pas, je survis. Ce sera comme ça tant qu'on ne me l'aura pas rendu. On en a besoin ici à la ferme, on ne peut rien faire sans lui. Toute seule, je ne peux pas. L'instruction est en cours. Jean-Pierre Lesourd ira-t-il en prison ou retrouvera-t-il sa famille? C'est la justice qui va en décider. Sens, dans le département de l'Yonne. Aujourd'hui, 8 délinquants mineurs sont condamnés à nettoyer la piste de crosse de l'école de police. Une mesure destinée à leur faire comprendre la gravité de leurs actes. Ils sont encadrés par Estelle et Sandy, éducateurs à la protection judiciaire de la jeunesse. Il vous a bien rappelé que c'était pas normal de vous retrouver devant nous ce jour-là, à cette heure-là. Enfin, c'est pas le quotidien. On va chercher une baguette de pain, ça c'est normal. Se retrouver quand même dans nos bureaux, c'est quand même pas normal. C'est la première fois que je fais des travaux comme ça. Jérôme a 18 ans. Il a été condamné pour avoir cassé un lampadaire de la ville. Je vais pas casser le lampadaire, j'ai voulu l'éteindre. Ouais, non, mais je t'ai déjà dit, on n'est pas au tribunal, c'est pas peine de refaire le procès. T'as été jugé, maintenant tu fais ta mesure de réparation, voilà. Les éducateurs essayent de faire comprendre le sens de cette mesure. Ce qu'on espère aussi, c'est qu'ils arrivent à faire le lien avec le délit qu'ils ont pu commettre auparavant. Ce qui est déjà un peu plus compliqué. Attends, viens voir, s'il te plaît. Tu disais quoi? Et ça, le délit que j'ai fait avant pour faire ça ici, je vois aucune... Pourtant, il y a un lien quelque part. Tu veux que je te dise? Ouais. C'est le respect en fait, c'est juste ah ouais, ça. Le respect, ouais. T'as cassé quelque chose qui t'appartient pas. Que tu casses quelque chose chez toi, il n'y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux chez toi, mais après, quelque chose qui appartient à une municipalité ou à quelqu'un d'autre, t'as pas le droit d'y toucher. La mesure de réparation, finalement, c'est vraiment un projecteur sur un acte commis par le mineur. Hein. C'est comme ça qu'on rentre en relation avec lui. Hein. Cette relation de confiance, Estelle tente maintenant de l'établir avec Jérôme. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de ce que tu as pu faire en tant que mineur? C'est pas bien, c'est des conneries de gamin que j'ai fait. Mais à l'époque, quand tu étais gamin, tu te rendais pas compte? Si, un peu, ouais, j'ai jamais fait trop de conneries. Les conneries que j'ai fait, c'était beaucoup de vols, recel, machin, pour gagner de l'argent. Stéphane, lui, a été condamné à cette réparation pénale pour avoir volé un scooter. Je pense que quand tu t'es levé ce matin, tu savais que c'était important, qu'il fallait que tu viennes aujourd'hui. Je me suis levé ce matin, je me suis dit j'aurais préféré aller au boulot. Et ben voilà, et ben tu sais que quand t'as commis ton délit, t'aurais dû te dire oh bah je vais peut-être pas le faire parce que je pourrais avoir des ennuis avec la justice. Je travaille pour l'État, je paye un peu ma faute. Ah tu comprends même ça toi. Bah ouais, je vois pas pour qui je travaille si c'est pas pour l'État là. C'est pas vraiment du travail pour l'État, c'est dire qu'on me fait une action en fait pour réparer un peu ce que tu as fait. Si tu veux, tu as causé dommage à une victime et c'est pour te réparer. Te réparer toi, te réparer par rapport à la victime et puis par rapport aussi à la société, quoi. Enfin... Bah, c'est pas mon métier de faire ça. Je suis carrossier, je travaille pas à la ville. Et vous comprenez pas pourquoi vous faites ça? Bah... J'ai surtout pas envie de comprendre. Comment ça? J'ai pas envie de comprendre. Ah, pourquoi? Parce que... déjà, ils mettent une amende de 800 € et puis après, ils disent ouais, vous allez ramasser des papiers, c'est soit l'un soit l'autre. Anne-Claire Cuzet est juge pour enfants. C'est elle qui a ordonné ces mesures de réparation pénale. Au moment de la mise en examen, on souhaite faire ce travail de mesure de réparation pénale et au moment du jugement, une fois que la mesure de réparation pénale est effectuée, on peut constater si le mineur a évolué dans un sens ou dans l'autre ou s'il n'y a pas eu d'évolution. Ensuite, j'échange à l'audience avec le mineur, avec ses parents, par rapport au contenu de la mesure, ce qu'il en a pensé, est-ce que ça l'a fait réfléchir, comment il a vécu les choses. Pour certains jeunes, cette réparation pénale est une peine. Pour d'autres, c'est une mise à l'épreuve en attendant d'être jugés. Les éducateurs, eux, veulent rester au contact de ces jeunes pour qu'ils ne basculent pas dans la grande délinquance. Mon rôle, c'est aussi de faire respecter la justice, bien sûr. Sauf que si je travaille de façon très, comment dire, sans diplomatie, le lien, je ne vais pas réussir à le faire.
Et du coup, la remise en question qu'on espère chez les jeunes, on n'arrive pas du tout à l'avoir. On est dans la mesure de réparation, ils ont commis l'acte, mais on est aussi encore dans la prévention. Enfin, il ne faut pas rentrer dans la spirale de la délinquance. Donc ça permet à un moment de mettre aussi un point d'arrêt, leur faire comprendre ce qu'ils risquent. Au fur et à mesure de la journée, le contact se noue et les jeunes accomplissent leurs tâches avec moins de réticence. Attends, tu filmeras après, s'il te plaît. Juste un quart d'heure, après c'est bon. Ouais. T'as tes gants? Non, les gants, c'est pour les boire rien. Merci, c'est gentil. Il est 16h. Après une journée de nettoyage, les jeunes rentrent chez eux. En 2008, dans l'Yonne, 225 mineurs ont effectué une mesure de réparation pénale. 7 sur 10 ne récidivent pas dans l'année qui suit. Sacramento, Californie. Dans cette voiture, le chasseur de primes le plus célèbre du monde, Leonard Padilla. À son tableau de chasse, plus de 4000 arrestations de hors-la-loi. Avec son assistant Rob Dick, ils ont 3 semaines pour retrouver cet homme. Roger Ramirez, sa tête est mise à prix 150 000 $. Il est recherché pour attaque à main armée. Il est en fuite. Il devait se présenter au tribunal le 8 mai et il n'est pas venu. Rob et Leonard ont une piste à Rio Landa, dans la banlieue nord de Sacramento. Il habite quelque part dans le coin entre la 24e rue et la rue U. Mais on ne sait pas où exactement. Pendant que Rob est sur le terrain, Padilla reçoit une information au bureau. Léonard vient de recevoir un appel. Le mec qu'on cherche est supposé habiter avec un prénommé Lefty. Léonard pense qu'il connaît ce Lefty. Il est en train de se diriger vers la zone et va patrouiller en voiture. Jeff, notre partenaire, va patrouiller lui aussi. Ce qui est important maintenant, c'est de quadriller la zone avec plusieurs véhicules. Comme ça, on a des chances de le localiser. Il est dans la rue ou dans une maison? Rob se dirige vers un entrepôt. Une femme y aurait vu Ramirez quelques heures plus tôt. On cherche un gars qui a une prime de 150 000 $ sur la tête. Je vais vous montrer sa photo. Oui, c'est lui. Je le reconnais parfaitement. La dernière fois, il est venu avec un ami, un manchot. La dame leur dit aussi que Ramirez se déplace à bord d'un pick-up Chevrolet blanc. Rob se met en planque. C'est lui, c'est lui. Attends une seconde. À la radio, Padilla décide d'appeler la police. Bureau du shérif, je peux vous aider? Oui, madame. Qui êtes-vous? Suzanne. Bonjour, Suzanne. Je me présente. Je suis Léonard Padilla, chasseur de primes. On suit un mec chaud et dangereux. On a un avis de recherche contre lui. Un de mes gars est en train de le suivre. À Rio Linda, maintenant. Vous avez une unité dans le coin? Ne quittez pas. Dites-leur qu'on pense qu'il est armé. On nous a dit de ne pas l'arrêter seul et de vous appeler avant. Ok, restez en ligne. Il s'enfuit et il a compris qu'on le suit. Il a pris quelque chose sous son siège. Et il roule vers l'est, vers Watts ou vers Elkhorn. À l'est? Vers Elkhorn? Oui, et il sait qu'on est derrière lui. Il fait un demi-tour. Toujours en direction d'Elkhorn? Il se dirige vers la 32e. Il n'arrête pas de se retourner. Il regarde partout et il a pris quelque chose sous son siège. La femme nous avait dit qu'il serait armé. Il ne veut pas y retourner parce qu'il risque 40 ans de prison. Il a passé la rue Q et il remonte vers le nord. Il se gare
On s'éloigne et on va juste le surveiller de loin pour qu'il ne nous échappe pas. On ne va pas au contact, on va juste surveiller. Prends de l'autre côté, moi je vais de ce côté-ci. Il est entré dans une résidence où il y a beaucoup de détritus et on n'y voit rien. Il est dans une maison? Non, non, non. Il n'est pas dans une maison, mais dans une propriété qui est clôturée. Ok, bien reçu. Il est dans une propriété clôturée. Il y a des épaves de voitures comme dans une casse. On va surveiller et mettre en place un périmètre pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. We got anybody en route? No? I'll be right there. J'arrive. Le suspect est localisé, il est dangereux. Léonard décide de se rendre sur place. Il est toujours dans sa voiture. Peut-être n'a-t-il pas compris ce qui se passe. Il faut qu'on couvre de tous les côtés de toute façon. Rob a coincé le gars là-bas. Il a peut-être besoin de soutien. J'y vais. Il y a 2 ou 3 personnes là-bas qui travaillent dans le champ. Peut-être qu'il ne sait pas qu'on le suit, mais de toute façon, il ne peut pas s'en aller. Tu as quelqu'un là-bas, on attend? Je ne sais pas. Il y a une grande surface à couvrir. Ce serait bien d'avoir la brigade canine. Léonard et Rob ne veulent pas arrêter le fugitif, réputé dangereux, sans le soutien de la police. Ils attendent les forces de l'ordre. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent. Ils prennent la direction des opérations. Vous surveillez que personne ne s'enfuit. Je vais rejoindre les flics sur la route et je les laisse passer en premier. Allez, on y va. Suis les policiers. Il est là, il est là. Comment tu t'appelles? Ne mens pas. Roy. Ne mens pas. Roy Lopez. Roy Lopez. Ok, c'est quoi ton nom de famille? Roy Lopez. Et ta date de naissance? Ma date de naissance? Ouais. C'est... Si tu réfléchis, c'est que tu mens. Ne mens pas devant les flics, sinon ils vont t'accuser de mensonge en plus. Je ne mens pas. On fait comme ça. Tu dis la vérité et on rajoute pas de charge contre toi. 24 juin 53. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Allez. 53 ans. T'as 53 ans? Et t'es né en 53? Ah, ça colle pas. Laisse-moi te dire que ton cirque est terminé. Tu sais qui je suis. Je sais qui tu es. Ok, allons-y et laisse les autres tranquilles. Ah, et voilà Lefty. En fait, Ramirez ne savait pas que Rob était derrière lui. À aucun moment, il ne s'est rendu compte de la filature. Sinon, il ne serait jamais revenu à cet endroit s'il avait su. Et surtout, il ne serait pas resté sans son arme. Elle était dans une autre planque, à plus d'1 kilomètre d'ici. La journée de Léonard Padilla se termine. Il va partager avec ses hommes la prime de 150 000 $. Ramirez, lui, a été traduit devant un tribunal et condamné à 6 ans de prison ferme.